on monte, on monte, on monte vers nos étoiles et les étincelles avec notre 6e marche maintenant. On va voir comment les nouveaux modèles d'entreprise, justement, peuvent répondre aux problématiques de notre ère. Merci d'accueillir vraiment, avec applaudissements, Alexis Nollet, Marie-Gabrielle Jouan et Alyosha Yordanov, s'il vous plaît. Bah oui, ça te va? Personne ne veut venir se mettre à côté de moi, alors je me mets au milieu. Allez, soyez les bienvenus. On va donc parler des nouveaux modèles d'entreprise avec vous trois et voir comment ces nouveaux modèles d'organisation vont répondre aux problèmes de notre ère. Marie-Gabrielle, je commence avec toi. Tu es cofondatrice de BeGene Genetics. C'est une start-up technologique. Alors, le rôle de BeGene, j'espère que je vais bien le résumer, c'est d'utiliser une bactérie qui mange du bois et grâce finalement à la fermentation, elle va produire une fragrance utilisable dans le domaine de la parfumerie. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Rien à rajouter? Je peux rajouter que c'est une technologie qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui en agglomère plusieurs. Et la fermentation, elle est vieille comme le monde, mais en fait, grâce aux nouvelles technologies associées à cette fermentation, on peut refaire énormément de choses. On peut pas seulement faire des fragrances, on peut faire du biocarburant, des médicaments, tout ce qu'on fait actuellement par la chimie et qu'on trouve en fait dans la nature est atteignable par la voie de la fermentation et de l'utilisation des micro-organismes. Donc en fait, tout est relocalisable et on n'a pas besoin de ne passer que par la chimie pour faire tout ça. Alors, la start-up a aujourd'hui 7 ans, elle fonctionne plutôt très bien. Tu as maintenant trouvé ta place, je crois qu'on peut dire ça, comme dirigeante, mais je sais que ça n'a pas finalement été tout simple pour toi. À quel défi tu as été confrontée dans toute cette période-là? Trouver ma place, c'était, je pense, le plus important. Le plus difficile, parce que la technologie que je porte, c'est pas ma fonction, enfin, c'est pas celle pour laquelle j'ai été formée au départ. C'était pas du tout ma thématique de recherche, puisque je suis la scientifique de l'étape. Et donc ça a été compliqué de déléguer finalement un domaine qui me passionnait à des personnes que j'avais juste rencontrées et pour lesquelles j'avais saisi une opportunité. Et puis aussi trouver le bon modèle d'entreprise, parce que quand j'ai créé l'entreprise, c'était aussi parce que j'avais un petit problème avec l'autorité. Et là, je me suis retrouvée à engager de plus en plus de personnes et à me dire, mais j'ai pas envie d'un truc pyramidal qui soit vieux, un système à la papa où je vais juste expliquer, tu réfères à ton manager ou tu vas faire ce genre de choses. Donc ça a été compliqué aussi à trouver. Et c'est des constructions qui sont permanentes, mais j'ai avec moi des gens qui savent mieux les choses. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui a fait finalement que tu as incarné, et je lui dis ce mot à bon escient, tu as incarné ce leadership-là? Juste, j'avais envie en fait, j'avais besoin. Mon besoin, c'était l'action. Je ne pouvais pas juste rester inactive dans tout ce qui nous attend. J'avais fait des études, j'avais fait 8 ans d'études, des études qui n'étaient pas forcément utiles pour la transition. Alors je me suis dit, bon ok, j'ai poussé jusqu'à 8 ans la compréhension de la biologie, eh bien pourquoi pas essayer de la mettre au service d'une cause qui me donne envie de me dépasser et justement de participer à ces engagements et d'aller plus loin. Comment tu diriges aujourd'hui ton entreprise? En essayant d'instaurer de la confiance mutuelle. Et c'est pas forcément évident, parce qu'il faut réussir à engager les personnes à venir te parler quand elles ont un problème. Il faut être disponible, il faut être là pour elles. Il faut leur faire comprendre que tu n'es pas là pour les chapeauter ou pour leur dire quoi faire, mais que tu es là pour les encourager à faire et à donner ce qu'ils ont de meilleur pour pouvoir faire avancer l'entreprise, justement. Donc voilà, c'est ce que j'essaye d'instaurer en tout cas, c'est cette relation de confiance mutuelle. Confiance et l'instinct aussi. Oui, c'est mes tripes, c'est vrai. Je ne sais pas comment appeler ça en fait. Mais je suis très instinctive et c'est compliqué pour mes associés parce que j'ai des gens qui sont très carrés, très cartésiens. Je devrais l'être et il y a beaucoup de choses que je sens et du coup où je vais sans forcément pouvoir l'expliquer. Ça, c'est pas évident. Ouais, mais tu y arrives plutôt pas mal. Ça commence à... Ouais, c'est mieux à Skepsé Max. Ouais. Alors, comme tous les bons start-upers, bien sûr, l'idée, c'est de sauver le monde, ça on le sait. Comment tu fais et comment vous faites finalement avec une ambition ainsi forte? J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Enfin, c'est tellement habitant. Enfin,
On a ce besoin, ça a été dit par les intervenants précédents, c'est une urgence. On ne peut pas rester inactif, on ne peut pas non plus juste s'apitoyer sur notre sort, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose avec nos moyens. Alors, je ne sais plus, Mathias a cité quelque chose comme quoi, quand on a des compétences et qu'on rencontre le besoin du monde, eh ben, c'est là qu'on doit travailler. En gros, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que vous faites, de ce que vous fabriquez? Oui, bien sûr. On utilise en fait les propriétés des micro-organismes. Il y a plein de micro-organismes divers et on en découvre encore beaucoup tous les jours parce que c'est un domaine qui est très très riche, une biodiversité très très riche. Et en fait, elles ont à l'intérieur d'elles, ces bactéries, toute la machinerie nécessaire pour pouvoir produire toutes sortes de choses. Ce qu'il faut, c'est juste leur donner de l'attention et les bons outils et puis à manger. Et donc ensuite, on les met dans un fermenteur quand on les a bien sélectionnés et qu'on leur a donné les bons outils pour produire ce qui nous intéresse. On leur donne à manger et nous, là, on a voulu se diversifier par rapport à d'autres entreprises qui font la même chose, c'est que plutôt que de leur donner du sucre raffiné, on va aller chercher un produit qui existe déjà, qui est là et dont on ne sait pas forcément quoi faire ou qui est valorisé pas forcément de la bonne façon. Il s'agit des coproduits du bois. Alors coproduit, c'est juste le joli mot pour dire déchets. Et donc on s'inscrit dans une économie circulaire et on leur donne à manger ce bois et comme ça, elles peuvent produire... eh bien, dans notre cas, une famille de molécules qui va être utilisée ensuite en parfumerie. Et on vient répondre à une problématique de sourcing. Le sourcing, c'est comment est-ce que je peux avoir cette odeur, ce parfum qui m'intéresse, sans aller déforester Madagascar ou sans utiliser la pétrochimie. Et bien, la biotechnologie le permet. En fait, c'est tout simple, il suffit d'aller dans la nature, d'observer, de savoir comment dénicher les briques biologiques pour produire le parfum qui nous intéresse, les mettre dans la bactérie et ensuite lui dire vas-y pousse. Et puis bien sûr, il faut l'extraire. Alors ça a l'air tout simple comme ça, hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça dans l'air. C'est sûr. À quel défi t'es confronté aujourd'hui? Le défi, c'est une fois qu'on aura mis tout ça au point, quoi faire justement. Parce que l'idée, c'est si je pousse le rêve au maximum, c'est je voudrais pouvoir poser un fermenteur à côté d'un tas de bois et puis dire à une personne qui a besoin d'un produit, ok, en fait, c'est cette bactérie qu'il faut utiliser. Vous la mettez dans le fermenteur, vous lui donnez du bois et puis à la fin, c'est le produit qui sortira. Du bois, on en a partout, on en trouve partout. Donc finalement, on peut rendre tout le monde indépendant, relocaliser toutes les filières, faire des choses propres, soutenables. Mais du coup, il faut savoir que je suis financée par des financeurs, des fonds d'investissement qui, eux, attendent des retours, souhaitent pouvoir vendre, valoriser l'entreprise. Donc il faut aussi répondre aux exigences économiques. Et c'est là où il y a des choses et des valeurs qui s'entrechoquent, je dirais. Certains ont envie de sauver le monde, on peut dire ça quand même. Hein, oui, c'est un peu l'ambition. Ouais. En tout cas, sur l'aspect environnemental, d'autres souhaitent le simplifier. C'est ce qu'on va voir avec toi, Alexis. Et l'écosystème justement que tu as mis en place avec Ulteria. Ulteria, vous savez, c'est un écosystème d'organisation créateur de valeur pour l'homme et pour le vivant. Tu as ça, mais tu as aussi une école Montessori que tu diriges avec 40 enfants. C'est la même chose, c'est dedans. Oui, c'est dedans, ouais, bien sûr. Et une chèvrerie bio. Qui est dedans aussi. Qui est dedans aussi. Et ton tout dernier bébé. Pardon Et ton tout dernier bébé. Oui. C'est une usine pour l'environnement et le bien-être au travail. Tout ça pour un seul homme. Non, pas du tout, justement. Moi, mon histoire, elle commence... c'est une histoire d'homme, déjà, et une histoire d'amitié. Moi, j'ai ingénieur agricole, et j'avais un coloc pendant les 5 ans d'école, et il s'appelle Sébastien, et on a fondé Ulteria tous les deux, à 30 ans. Voilà. Comment t'en es venu là, justement? Alors, c'est venu aussi d'une fracture, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, alors c'est venu de plein de choses, mais je suis, je suis par exemple Arthur là qui était là et Thomas là, des jeunes qui, voilà, je suis assez épaté de la maturité et de ce qu'ils ont déjà en eux, d'alignement. Moi, c'était pas ça. Moi, j'ai fait mon école d'ingénieur, j'ai fait 2 ans d'ONG en Colombie qui m'ont quand même bien marqué dans un bidonville. Ensuite, j'ai bossé chez L'Oréal, donc rien de transcendant. Sébastien, lui, bossait chez Auchan. Il a monté le bureau d'achat d'Auchan à Shanghai. Donc, rien de bien. Il a acheté des perceuses à 1 € qui revendaient 30 balles
Donc rien de bien écologique là-dedans. Et nous on a notre chemin, on l'a fait, on l'a construit. À un moment, on a eu un peu, on avait envie plus d'être entrepreneur, donc envie d'entreprendre. Et puis on a racheté une entreprise parce qu'on n'avait pas d'idée. On n'avait pas d'idée, de grande idée comme tout le monde. Comme ce qui a été présenté. On a racheté une menuiserie industrielle dans Lyon. Et dans Lyon, parce que je me suis marié avec une fille de Vézelay, donc une fille iconaise. Voilà, elle m'a dit, je vais aller vivre chez moi. Je dis, bah ok. Donc on est allé. J'ai pris un compas et j'ai pris 1 heure autour de Vézelay et j'ai dit, bah faut que je trouve une boîte là-bas. Voilà. Mais c'est aussi pour, je sais pas, c'est aussi pour la salle. Je vois, il y a des Arthur, moi, il m'épate. Il a 27 ans, il a déjà tout compris. Et il y a aussi des chemins qui sont plus, je sais pas, plus tortueux, mais. Merci, madame. Hein. Voilà. Donc et il y a aussi un truc dans notre histoire. En fait, il y a ce que je porte en moi-même, et j'avais déjà, pas pour rien que je suis allé 2 ans en Colombie dans un bidonville. Évidemment, ça c'est des trucs qui m'ont marqué, qui fait qu'on a fait Ulteria aussi. Mais nous, c'est l'environnement dans lequel on a baigné, qui est les magasins bio. À l'époque où c'était encore, il y en avait 400 en France, il y en avait 5000. Et c'est marrant, c'est l'entreprise qui a converti l'homme. Et pas l'homme qui a converti l'entreprise. Il y a un peu dans les deux sens. Moi, à force d'être confronté à ces... Moi, je faisais le commerce. Donc, nous, on aménageait les magasins bio. Et moi, j'y allais pour faire des bonnes affaires. Et eux, ils y allaient. Et ils me disaient, est-ce que toi, tu fais une bonne affaire? Je dis, attends, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, ils sont bizarres. Et, voilà. Et petit à petit, je suis rentré dans une perception un projet politique. Leur projet de magasin bio, c'était autant un projet politique dans le sens noble du terme que faire de l'argent. Et ça a commencé un petit peu comme ça. Voilà. Et la fracture, est-ce que c'est un bon mot alors Non, la fracture, c'est pas un bon mot. La fracture, c'est plein de petits trucs. Alors, il y en a des marquants. Il y a des moments chez L'Oréal où j'ai des moments vides de sens absolus. Okay. Donc ça m'a quand même marqué. Je me suis dit, ça me va pas, ça. Il y a eu les hommes qui étaient avec nous. On a fait des amitiés professionnelles ou même amitiés tout court. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble, le collectif? Il y a eu aussi un projet on s'est fait approcher en 2015 pour acheter la boîte. Donc, on avait 40 ans. Ça faisait 10 ans qu'on bossait comme des... Bah, vous bossez pas, vous avez de la chance, mais moi, je travaille quand même un peu. Donc, ça faisait 10 ans qu'on bossait comme des chiens. On nous approche, on nous filait 10 millions pour la boîte, on partait avec 5 chacun. Et ben, je vous avoue qu'on a été très tentés. On a fait plusieurs voyages à New York. C'était des Américains. Pour négocier, on a eu quasi le chèque, quoi. Et puis à un moment, gros désalignement quand même, parce que le projet Ulteria, on le portait déjà. Et finalement, on a dit, hop, non, on ne fait pas. Mais là, pour le coup, ça n'a pas été long. On s'est regardé un coup avec Sébastien, on a dit, oh, mais en fait, on ne va pas faire. Bah non, on va pas. Et là, ça a été quand même assez fondateur, parce que quitte à refuser le schéma classique capitaliste, et en plus qui socialement est vachement valorisant, en tout cas, elle est peut-être moins maintenant, mais à 30 ans, je rachète une boîte, à 40 ans, je suis millionnaire, c'est top. Donc voilà, quitte à refuser, on va vraiment faire autre chose. Et c'est là qu'on a embrayé sur un projet un peu plus ambitieux. Alors justement, parle-nous de ce projet ambitieux. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Ah ben, c'est compliqué. Alors, non, je vais partir des... je te rappelle. Voilà, je suis là pour le simplifier. Mais c'est pas simplifiable facilement parce que nous, ce qui nous fait triper, c'est en fait le monde dans lequel nous engageons là, qui s'engage tout doucement. Il est complexe. Il va se complexifier. Et nous, on cherche à trouver une organisation qui réponde à ce monde complexe. Forcément, elle est un peu complexe. Donc, pour la simplifier, ce qu'on fait chez Ulteria, c'est qu'on a la RSE toujours, économique, social, environnement. Mais ce qu'on fait peut-être différemment de beaucoup d'autres, c'est qu'on bosse toujours les trois en même temps. C'est-à-dire, on bosse l'économique, le social et l'environnement, mais dans la même boîte. Ou alors dans le même écosystème. Un bon exemple de ça, c'est on a acheté en 2017 un terrain dans la campagne d'Auxerre, au milieu des vignes. Et dans ce terrain, on a installé une chèvrerie. Donc on a 100 chèvres, on fait du fromage bio. De l'autre côté, on réceptionne la semaine prochaine une usine écologique, top de l'écologie, cradle to cradle, c'est-à-dire du berceau. C'est plus une banque de matériaux qui sera utilisée pour autre chose qu'une usine qu'on va démolir. Et au milieu de tout
tout ça, on met une crèche, une école qu'on a montée il y a 4 ans. Donc je suis le directeur qui fait partie du projet d'Ulteria, pour essayer de former les enfants aux enjeux à venir. Et on a choisi la pédagogie Montessori parce que voilà, 3-6, c'est apprends-moi à faire par moi-même. Et 6-12, c'est encore plus beau, c'est apprends-moi à penser tout seul, à penser par moi-même. Voilà, donc c'est notre petite œuvre. Et il y a au milieu de tout ça, la maison éco-citoyenne, un endroit où on veut fédérer autour des territoires où Ulteria est implanté, l'ensemble des parties prenantes qui veulent s'engager vers le bien commun. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire un truc, je l'ai perdu. Zut. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'était important, mais je ne me rappelle plus. Ça va revenir. Ça va revenir. Pose-moi une question. Mais oui, ça va revenir. Vous avez retravaillé votre gouvernance. Est-ce que tu peux nous... C'est intéressant, hyper ça. important. Ouais, hyper important, ça. Si, c'est ce que je voulais dire. Vas-y. Tu dis toujours... tu as dit plusieurs fois, on veut changer le monde. Et en fait, c'est vrai que moi, nous, on va changer le monde. Ouais. Et ben non, la particularité d'Ulteria, c'est que nous, on veut changer notre monde. Et on veut changer le monde là où on est implanté. On a des usines, on a une à Bergerac, une à Redon, on est 170 maintenant. Et nous, ce qu'on veut vraiment avoir un impact, c'est favoriser l'exode urbain, redonner un peu de vitalité au territoire et là où on est, engager la transition sociétale et écologique. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bravo. Alors, tu me dis si je suis trop... Parce qu'il faut que tu restes non, mais je gère le temps. Tu gères le temps, parfait. C'est dans mon œil droit, là. Bon, alors, au niveau de la gouvernance, ouais, ça c'est intéressant. Merci de trouver ma question pertinente. Non, la question est très pertinente, merci. Non, alors, vous avez compris, on a failli vendre. Honnêtement, on a un beau projet là. On fait corps avec les équipes. C'est vraiment tripant. Et ça a failli s'arrêter en 2015 au moment du rachat. C'est presque impossible. Enfin, c'est presque impossible. Nous, je ne sais pas pourquoi on l'a pas fait, mais c'est très difficile quand la personne morale qu'on porte, elle a envie d'être achetée. Les propriétaires, ils sont très attirés par ça. Et même si ce n'est pas l'intérêt de la personne morale en elle-même, qui devient une personne, sa vocation, ce n'est pas d'être vendue à des Américains, c'est de faire ce que Ulteria fait actuellement. Mais l'intérêt des propriétaires fait que les deux sont divergents et le propriétaire a tout pouvoir et c'est la personne morale qui perd. Et ça, c'est pas juste. Du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger de ça? Et il y a un outil qui existe, qui est la Fondation Actionnaire, techniquement fonds de dotation, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est une fondation qui est actionnaire de l'entreprise. Donc, dont on a donné chacun 5% des parts à la fondation, Sébastien et moi. Donc, elle a 10% d'Ulteria. Elle a un pacte d'actionnaires qui lui donne des pouvoirs, des droits de veto très importants, structurants. Et elle a 2 rôles. Un rôle d'actionnaire, c'est-à-dire de vérifier que les propriétaires font bien leur boulot pour que Ulteria puisse exercer sa raison d'être. Donc ça, hyper important, rôle d'actionnaire. Et rôle de philanthropie, parce que c'est une fondation, et nous, on a choisi 2 axes, c'est le renouveau des territoires ruraux et l'éducation. Et là où c'est très vertueux, c'est qu'elle ne peut pas être blanche ou noire, moi je veux que de la philanthropie, etc., parce qu'elle est nourrie par les dividendes elle a 10%, donc elle est nourrie par les dividendes, et du coup, elle doit faire en sorte que et le projet économique et le projet philanthropique puissent s'exercer. C'est un outil qui est assez peu connu. Il y a Bureau Vallée, par exemple, qui a filé 100% de son capital, ça fait un demi-milliard. Ça doit valoir entre 500 et 1 milliard. Il a déshérité ses enfants, en accord avec eux, devant 2 notaires, et il a donné 100% de son capital à cette fondation pour qu'elle ne puisse jamais être vendue et qu'elle puisse exercer sa vocation. On comprend donc que l'entreprise, c'est vraiment une entité finalement à part entière. Complètement. Pour moi, c'est le concept de personne morale. Comme un être vivant. Ouais, alors attention, moi je ne veux pas être. J'ai déjà entendu c'est de l'esclavage et tout. Mais non, je n'ai pas dit ça. Non, mais tu n'as pas dit ça, mais moi j'ai déjà entendu des copains un peu velléitaires qui disent vendre une boîte, c'est de l'esclavage. Oh, non, je disais un être vivant. Oui, un être vivant. Ouais. On peut dire ça. Bon. Allez, autre vision, merci pour lui. Autre vision, mais tout aussi hors norme, vous allez le voir, de l'entreprise, c'est celle que tu as créée, Alyosha. Toi, tu as créé Simawi il y a 14 ans. Concrètement, vous faites quoi? Nous accompagnons les organisations qui changent leur système de gouvernance, justement. C'est-à-dire que
des organisations qui ont envie de revoir leur manière de fonctionner, de prendre des décisions, que ce soit au niveau opérationnel ou au niveau de ce qu'on appelle la gouvernance plus classiquement entre actionnaires, par exemple, ou dans la direction. Il y a des pratiques de gouvernance qui ont émergé beaucoup ces dernières années, et on parle de gouvernance partagée. Il y a un vocabulaire un peu confus autour de l'entreprise libérée, avec des mots derrière lesquels en fait chacun, ça arrange un peu tout le monde, parce que finalement chacun projette sa signification, puis finalement des fois c'est bien pratique que ce soit pas trop précis. Et là, nous, on vient essayer de mettre quelque chose d'assez précis justement là-dessus. Et donc on accompagne des transformations de gouvernance, notamment en utilisant un système de gouvernance constitutionnelle qui s'appelle Holacracy. Nous-mêmes, on fonctionne avec ce système-là. Donc on est à la fois un laboratoire de ces pratiques de gouvernance et un accélérateur de ces transformations-là dans les organisations qui veulent faire ce pas. Alors toi aussi, comme Alexis, on t'a fait une proposition de rachat. Toi, c'était pour 1 million d'euros. Et ça a été le déclic pour toi. Ouais, je trouvais ça très intéressant ton partage, oui. parce que effectivement pour moi ça a été le déclic, et j'ai cherché le même type de solution. J'ai trouvé une autre solution qui, dans notre cas, était la scope. C'est-à-dire que je me suis dit, effectivement, j'ai eu cette offre d'achat, et alors là j'étais un peu scotché, et bon, ça fait réfléchir, hein. Alors le chèque était moins gros, mais il fait réfléchir quand même. Il est gros quand même. Hein. Et puis très très vite, en quelques minutes, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens en fait. Tout ce que j'ai fait là, tous ces efforts-là n'ont aucun sens si c'est pour aboutir à ça. Et donc non seulement j'ai décliné l'offre, mais je voulais aussi faire en sorte, parce que j'avais déjà en tête qu'un jour je ne serais plus forcément dans cette entreprise, parce que c'est un projet qui me dépasse et de beaucoup. Et donc je voulais trouver une forme où l'entreprise ne soit pas rachetable finalement. Et on a choisi la coopérative, donc sous une forme SCOP, ce qui fait que les salariés sont forcément à la manœuvre, à la décision sur tous les choix structurels. Nous, on est dans un métier où on n'a pas besoin d'investisseurs, donc on n'avait pas cette problématique-là de l'argent investi, ce qui peut être une des limites de la forme SCOP, même s'il existe des solutions. Il y a des gens de l'URSCOP dans la salle, je crois, et qui savent ça. Voilà, ça a été le déclencheur. Le déclencheur. Explique-nous un petit peu ce que ça change finalement, tout ce scope et puis cette holacratie. Le premier changement de paradigme qui est vraiment profond et qui était le source d'une grande satisfaction pour moi, c'est qu'on n'est plus propriétaire de l'entreprise. Et on sort de la confusion leader-propriétaire. Et je crois qu'il y a des leaders charismatiques, et ce soir on en a entendu beaucoup, qui ont une vraie vision et qui sont capables de donner beaucoup, d'ouvrir beaucoup, de prendre des risques, de faire confiance. Néanmoins, je crois que tant qu'il y a une confusion de la propriété et du leadership, il y a quelque chose, pas forcément explicité, mais qui est de l'ordre vraiment de la confusion. C'est-à-dire qu'on partage tout, on partage l'autorité, on partage la décision, mais au fond, le jour où le propriétaire il revend ses actions, c'est lui qui va tirer un paquet d'argent de cette entreprise-là, et pas forcément les gens qui ont créé la valeur dedans, en tous les cas pas à la même hauteur. Et le fait de sortir complètement de cette confusion permet de décomplexer, je dirais, le curseur de la gouvernance partagée. Donc à la fois de rentrer dans une logique de gouvernance partagée plus poussée, et en même temps de reconnaître la possibilité d'un leadership à l'intérieur de cette équipe-là, mais d'une manière qui est saine. Donc elle est nommée, c'est-à-dire que s'il y a un leadership quelque part, c'est pas parce que je détiens des actions, c'est parce qu'il a été reconnu, parce que c'est une légitimité qui est donnée par mes pairs et qui est nommée. Et donc j'ai un rôle qui s'appelle leader, il a des redevabilités, il a des domaines d'autorité qui sont très précisément nommés. Et le fait de l'expliciter, ça fait que quand ça crée des tensions quelque part, parce que ça ne convient pas, etc., on peut le transformer plus facilement. Voilà. Est-ce que ça rend finalement des gens plus libres et plus responsables, au sens noble du terme, la liberté là? Oui, en tout cas, c'est un des buts poursuivis par ce type de système comme l'holacratie, qui est de permettre d'avoir une très grande autonomie des personnes dans leur rôle, dans les différents rôles qu'ils occupent dans l'organisation. Et quand je dis autonomie, c'est une polarité qui est pour moi diamétralement opposée avec celle de l'indépendance. Ouais, tu peux nous expliquer ? L'autonomie, je le vois même comme le contraire de l'indépendance. C'est-à-dire que c'est l'autonomie et l'interdépendance. L'autonomie n'existe que parce qu'il y a interdépendance et parce que toute cette organisation, et c'est le deuxième grand changement de paradigme, elle se met au service de sa raison d'être. Et finalement, ça permet de s'assurer que partout, les actions qui vont être entreprises, les choix qui vont être faits, la manière dont l'autorité va fonctionner, se structurer, parce que chaque cercle est autonome dans son fonctionnement, ce sera au service de la raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a un seul et unique moyen de bloquer une décision de gouvernance, c'est de montrer qu'elle crée un tort au regard de la raison d'être qu'on est en train de servir. Et donc ça, c'est un verrou de sécurité qui est fantastique parce que ça permet de lâcher pour de bon. Et
finalement, l'apprentissage que je tire de cette expérience, c'est que le pouvoir, au sens du pouvoir d'impact sur le monde, quand on a envie de le transformer, ce monde présent, c'est que, eh bien, au plus on en lâche de ce pouvoir, au plus on en a. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du don, je crois. C'est un peu comme l'amour, finalement. Plus on en donne, plus on en reçoit. C'est beau. Ouais. Ça serait ça le rapport sain, finalement, à l'autorité? Est-ce qu'on pourrait dire ça? La dimension, ce que j'appelle la dimension saine du leadership, c'est surtout dans le fait de nommer le leadership là où il existe et de nommer le fait qu'il puisse y en avoir plusieurs qui cohabitent d'ailleurs. Et que les processus, c'est-à-dire que les règles du jeu avec lesquelles on va jouer sont explicites. Parce que quand elles sont implicites, eh bien on manœuvre, on fait de la politique en fait. Et l'humain est assez habile pour ça. On a une sorte de talent naturel pour comprendre même instinctivement quelles sont les règles qui vont nous permettre de bien jouer dans ce système dans lequel on est. Et donc si les règles sont implicites, ben, on va jouer implicite, c'est-à-dire qu'on ne va pas montrer exactement ce qu'on fait, on va montrer ça parce qu'on va obtenir ça. Et ça c'est un classique. Quand les règles elles sont explicites et que la règle elle est écrite, donc il y a vraiment cette logique de suprématie de la règle, un peu comme dans un état de droit où on dit que bon, ben, si on veut sortir du fait du prince, il faut qu'on mette une règle en dessus des humains. C'est ce qu'on fait dans une organisation constitutionnelle. Comme la règle du jeu est explicite, ça permet d'avoir à l'intérieur des autorités qui sont, à mon avis, saines. Donc une organisation en holacratie, elle n'est pas forcément horizontale. Elle peut contenir une dimension hiérarchique à certains endroits, mais là où elle existe, elle est nommée, et là où elle est nommée, les tensions peuvent être traitées parce qu'on a des processus pour prendre des décisions et on peut changer les choses. Je crois profondément que c'est beaucoup plus accessible de changer des choses qui sont explicitées. Je pense que c'est le premier pas de la transformation. En préparant cette table ronde, tu nous as parlé d'étoiles polaires accessibles. On était en plein dans le thème, là, quand même. Je dois dire qu'on était synchro. Est-ce que tu peux nous donner ton secret, finalement, pour y accéder? Nous, on n'a pas toujours connu notre raison d'être en tant qu'entreprise. On l'a découverte après avoir adopté Holacracy comme système de gouvernance. Donc il y avait un peu ce truc qui a déjà été partagé, qu'on sentait bien qu'elle était là, mais la nommer c'était difficile. Parce que je pense qu'il y a souvent une confusion entre raison d'être et slogan, du coup ça sonnait un peu creux. Et, bon. Mais finalement on en a écrit une première, et puis un an après on l'a rechallengée, on en a écrit une deuxième, puis une troisième. Aujourd'hui notre raison d'être c'est la propagation des systèmes émancipateurs. Elle nous va bien, on se sent bien avec ça, et c'est assez juste. Peut-être qu'elle changera, j'en sais rien. Le fait d'avoir un système de gouvernance qui est mis au service de cette raison d'être, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, partout dans l'organisation, dans chacun des rôles, il y a une raison d'être qui est au service d'une raison d'être un peu plus large, celle du cercle, qui lui-même est au service d'une raison d'être un peu plus large, du cercle plus grand, et ainsi de suite, jusqu'au cercle de l'organisation. Et on a même fait un mouvement, il y a à peu près 1 an et demi, qui est juste passionnant et qui est une découverte vraiment géniale, c'est que on s'est dit finalement, dans une logique d'holarchie, holacratie, ça vient de holon. Holon en grec, ça veut dire un élément qui est à la fois un tout lui-même et une partie d'un tout plus grand. Donc c'est un tout composé de parties plus petites et ainsi de suite. C'est une logique fractale en fait, comme des poupées russes on pourrait dire. Et on s'est dit, mais finalement, nous comme entreprise, on est aussi une partie d'un tout plus grand. Et on va essayer de le nommer. Et donc on a créé un cercle plus grand que nous, qui n'a pas de leader. On ne sait pas exactement qui est dedans. On a identifié des premiers acteurs et en fait c'est nos amis. Donc il y a en l'occurrence 2 autres entreprises qui font un métier assez proche du nôtre, c'est Evolve, Happy Work. Et ce cercle, on lui a donné un nom, mais il n'a pas de marque commerciale, c'est pas une entreprise. Et il porte une raison d'être qui est encore plus grande que celle de propager des systèmes émancipateurs. La raison d'être de ce cercle plus grand qu'on a nommé, c'est des systèmes sains dans un monde sain. Et je crois que c'est notre aspiration profonde. Tu nous parlais aussi de la tension qu'il pouvait y avoir. Est-ce que tu peux revenir sur ce terme-là? Je trouve que ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre comme clé de réflexion quand vous réfléchissez à votre raison d'être. Je pense qu'une bonne raison d'être, quand je dis une bonne raison d'être, c'est une raison d'être qui est proche de quelque chose qui est juste, qui commence à apporter de la valeur, en fait, au sens de apporter quelque chose qui fait sens dans le monde. C'est une raison d'être qui nous met un peu en tension, voire même beaucoup en tension. Et quand je dis tension, ce n'est pas dans un sens négatif, c'est dans le sens d'une différence entre le monde comme il est maintenant et le monde comme je suis capable de le rêver quand je pense à ma raison d'être. Et cette différence-là, eh ben, elle me met en mouvement parce que là, ça ne va pas.
Et en fait, ce mouvement-là, c'est cette énergie qui fait qu'on met en œuvre tout notre travail. Je pense qu'une raison d'être peut mettre en mouvement une organisation, peut mettre en mouvement des individus. Et j'aimais bien ce que tu partageais, Alexis, tout à l'heure, en disant que c'est l'organisation qui a transformé l'homme dans ton parcours. Et je crois profondément à ça. Je crois que l'organisation et je crois que les systèmes de gouvernance précèdent la culture. Et ce sont eux qui créent les transformations. Donc vous qui êtes là aujourd'hui à partager ces moments avec nous, et nous, entrepreneurs qui avons ce goût-là de l'entreprise, je pense qu'on a entre nos mains quelque chose qui a une valeur inestimable, parce que en étant en capacité de transformer des organisations, c'est une capacité à agir dans le monde qui est juste phénoménale, parce que nos organisations transforment les humains. Je voudrais terminer avec, avant de prendre 2 questions dans la salle, avec vos messages clés. Un seul petit message que vous souhaiteriez leur dire et qu'ils repartent avec quelque chose. Qui commence? Toi. Honneur aux femmes. Oh non, pas ça. Pardon. Allez-y, c'est chouette. Je ne sais pas quoi dire en fait. Pour les gens qui ont envie de faire bouger les choses, pour les femmes, puisque je suis la représentante de la gente féminine ce soir. Allez-y. Parce qu'aussi on peut, nous. En fait, c'est possible. Ouais, on peut quand même mentionner, il y a 10%, c'est ça ce que tu me disais, hein, 10%. 9% d'après les derniers chiffres, je crois que c'était avec Émeric qu'on en discutait le soir où on avait fait notre journée des dauphins. Le peu de femmes qui créent des entreprises, le peu de femmes qui lèvent des fonds aussi dans les startups technologiques, c'est très compliqué. Pour avoir fait ce parcours initiatique, on s'adresse à une gente masculine qui n'est pas en plus forcément passée par l'entrepreneuriat, et quand en plus on est une femme, c'est compliqué. Ouais. Donc 9% des femmes, t'en fais partie. Bravo à toi, félicitations. Alyosha, un petit message pour terminer. Si vous avez du pouvoir, donnez-en. C'est comme l'amour, ça reviendra et ça augmentera les possibilités de transformation du monde. Profusion, merci. Que dire après ça? Bah oui, mais je suis un peu sec, moi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, je dirais que peut-être chacun à son niveau. Moi, j'ai l'impression il me semble que c'est hyper important d'aller bien se former. Moi, je l'ai fait il y a peu de temps, en fait. Il y a 3-4 ans, j'étais climato-sceptique, à peu près, et d'aller vraiment se former. Moi, j'ai l'impression que ça a vraiment swingé assez fort, et que du coup, les places de chacun vont être... mais qu'il y en a pour tout le monde. Il y a des gens du public, là, qui étaient là, enfin, des services publics. Moi, je pense qu'il faut vraiment vous concentrer sur sauver les communs, sauver les forêts, sauver les sols, les remettre en bien commun, au lieu de se les battre entre pays. Il y a les entrepreneurs, voilà, ils font ce qu'ils font. Et puis il y a chacun, moi j'ai beaucoup aimé les mots de Mathieu Ricard sur l'amour, chacun là où on est, on peut essayer de rayonner d'amour et de... Voilà, ce que j'ai envie de vous dire. Merci. Deux petites questions dans la salle si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez... Alors, vous voulez changer votre monde, est-ce que les territoires vous suivent? Qui souhaite répondre à cette question? Ouais, vas-y. à mort. À mort. À mort. Amour. Ouais. Ah. Alors là, nous, on est en Bourgogne, c'est pas dans Lyon, c'est pas le pays. Il n'y a pas 1000 entrepreneurs. Donc on est peut-être aidés, mais nous, on a BPI, l'ADEME, la communauté de communes, l'AER, le conseil régional. Tout le monde est derrière nous. Donc oui, on est très très suivis. Très très suivis. Allez, autre question. Faut-il forcément refuser des millions d'euros pour être aligné? Ah, c'est une jolie question. Non, en fait. Non, justement. Moi, j'ai accepté 10 millions d'euros pour pouvoir aligner ce que je voulais faire. Donc, c'est possible. T'as accepté? Je suis financée. Ah oui. Vous savez, j'ai un fonds d'investissement qui me suit. Je pensais que tu nous... Voilà. Réponse à cette question? Il l'a scotché, là. Une réponse à cette question, c'est bon. Non, moi je sais pas, j'ai raconté mon histoire, moi je sais pas quoi répondre à ça. Allez, une dernière question, est-ce qu'il y en a une ou pas? Pour terminer? Pas de questions? Wow. Bon, on vous les applaudit s'il vous plaît, Alexis Nollet, Marie-Christine, Gabriel Jouan et Alyosha
Jordanov, merci.